Bon début de semaine à tous, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette nouvelle session d'information sur A30 Télévision. D'abord, les titres. Les tarifs des transports en commun a encore obéi à la loi des chauffeurs des taxis et bus malgré le nouvel arrêté du ministère provincial de transport portant grille tarifaire des transports dans la ville de Kinshasa. Selon cet arrêté, le trajet de Kinshasa-Niga Central devra coûter 1000 francs, ce qui n'a pas été le cas ce lundi. Les Kinois ont éprouvé des difficultés pour attraper des bus. C'est à suivre dans un instant. Le programme de développement de 145 territoires avance à pas des géants. Le premier ouvrage construit dans plusieurs provinces du pays sera livré dès le mois d'avril prochain. C'est ce qui ressort de la dernière réunion du comité de pilotage du PDLL 145 territoires qu'a présidé le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde. À l'occasion du mois de mars dédié à la femme, nous aborderons également les questions de la promotion de l'agent féminine en politique avec Antombelou. Elle est la vice-présidente de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS Tshisekedi. Antombelou est l'invité de ce lundi. Voilà tout pour le titre. Place au développement. Bonsoir. Plus de 70 civils morts en l'espace de 6 jours suite aux attaques de rebelles ADF à Beni dans la province du Nord Kivu. À Bachou, l'une des chefferies du territoire de Beni, au moins 15 personnes sont décédées dimanche, victimes de ces terroristes ADF. La société civile de cette partie du pays a décrété 2 jours de deuil national en mémoire des disparus. La société civile de Bachou exige du gouvernement de définir de mesures concrètes pour la restauration de la paix dans la zone des Beni en particulier et dans la partie est de la République démocratique du Congo en général. Je le disais dans les titres, les fruits du programme de 145 territoires mûrissent déjà. Les premiers ouvrages seront livrés dès le mois d'avril prochain. Annonce faite par le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, à l'issue de la réunion du comité de pilotage du programme de 145 territoires. Réunion présidée dimanche par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde. Nous venons de finir 3 heures de réunion avec le Premier ministre dans le cadre du comité de pilotage. Comme vous le savez, depuis le 12 janvier dernier, le président de la République avait pris une ordonnance qui organise le programme de développement local de 145 territoires et nous avons eu l'occasion d'avoir le premier rapport des différentes agences. Et c'est franchement surprenant que vous dites que vous voyez rien. Ça veut dire que le volet de la communication n'a pas encore été bien perçu. C'est l'un des points sur lesquels nous avons discuté. Aujourd'hui, les agences ici représentées pourront brièvement vous dire ce qu'ils ont déjà pu faire, mais les grands travaux ont déjà commencé. Il y a même des premiers ouvrages qui pourront être livrés dès les mois prochains. Il s'agit principalement des écoles, des centres de santé et des bâtiments administratifs. On a beaucoup discuté sur les routes, des dessertes agricoles. Il y a 38 000 qui doivent être faits dans le cadre de ces projets. Là aussi, il y a des premiers acomptes qui ont été versés par le gouvernement. On a discuté de l'interconnectivité de ces routes avec les routes d'intérêt provincial et même d'intérêt national. C'est dire que tous les pays est en chantier et dès la semaine prochaine, vous pourrez avoir tous les détails sur les images, sur le travail qui est fait à la fois par le Bureau central de coordination, CFF et PNUD. Voilà. L'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé se prépare pour une grande mission de contrôle des entreprises. Voilà pourquoi le directeur général de l'ARSP, Miguel Cachal Katemb, a lancé la session de formation des remises à niveau des officiers de la police judiciaire et de nouveaux candidats qui seront déployés sur terrain. La formation de ces OPJ est assurée par les magistrats du parquet de grande instance de Kinshasa, Gombe. Suivez. C'est consécutivement à la récente concertation qu'a eu les DG de la RSP avec la ministre nationale de la Justice et garde des Sceaux que se déroule aujourd'hui la cérémonie de lancement officiel de la session de formation et de remise à niveau des anciens officiers de police judiciaire assermentés associés aux nouveaux candidats qui seront suffisamment outillés par le magistrat du parquet des grandes instances de Kinshasa Gombe sous la supervision du procureur de la République près le TGI Gombe.
Dans son adresse du jour, le directeur général de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé en RDC, l'honorable Miguel Katem Kachal, a souligné que cette formation intervient donc en prélude de la grande mission imminente de contrôle sur terrain pour que la loi sur la sous-traitance ne puisse souffrir d'aucune violation de ses dispositions. Nous poursuivons jusqu'à ce jour la mise en place des balises pour une application efficace et efficiente de la loi numéro 17/001 du 8 février 2017. En présence du PCA de cet établissement public, la DG adjointe de la RSP et les représentants du ministre d'État de la Justice et garde des Sceaux, le numéro 1 de la RSP a donné le go de cette session de formation. Je ne peux clore cette allocution sans remercier les autorités de la République qui ont impulsé et accompagné le travail de la RSP. Je citerai au premier rang son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. Ensuite, son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur Sama Lukonde Kenge. Je n'oublie pas son Excellence, Messieurs les ministres d'État, Eustache Mouyanzi Moubembe, ministre des tutelles de la RSP. Sur ce, je déclare ouverte la formation d'OPJ en faveur des cadres et agents de la RSP. Ainsi, je vous remercie. Il sied de signaler que c'est la salle Panorama du fleuve Congo Hôtel de Kinshasa qui abrite ses assises qui partiront du 3 au 16 mars 2023. Dans un autre chapitre, la Fédération Lukunga du Mouvement de Libération du Congo, parti politique de Jean-Pierre Bemba, a désormais son propre siège. Ce bâtiment, construit dans la commune de Lingwala, est l'œuvre de John Efambe, coordonnateur de la Fédération Lukunga de ce parti politique. L'inauguration a eu lieu le week-end en présence des cadres et militants de ce parti politique, membres de l'Union sacrée de la Nation. En tout cas, je suis très content de constater que les mamans de la fédération de Lukunga 1 se sont mobilisées comme une seule personne pour répondre à l'invitation de la célébration de la journée internationale de droits de la femme qui a organisé la fédération de Lukunga 1. C'est un plaisir. En tout cas, je ne peux que m'en réjouir de cette grande activité à cette ère du numérique où certaines femmes de la fédération ont été formées et aussi on a primé d'autres femmes qui ont milité au sein du parti et au sein de la fédération Lukunga 1. Ce sont des femmes qui sont très attachées au parti. Je connais toutes ces femmes. Elles viennent quand nous leur appelons pour participer aux activités du parti. Même quand le président national leur convie à une activité, elles répondent. Donc un mot, c'est toujours leur demander de rester mobilisés à toute éventualité. Comme vous le savez, nous sommes dans une année électorale et à tout moment, nous pouvons recourir auprès d'elle pour tant d'autres activités. Toute la joie est la nôtre de constater que le président fédéral de la ville de Kinshasa sont en train d'accomplir le mot d'ordre du président national qui avait demandé à ce que chaque fédération ait un siège. Maintenant que nous avons un siège au niveau de Lukunga 1, nous pensons que nous avons une adresse et que tous les membres du MLC de la Fédération Lukunga 1 sauront où puiser les informations, où déposer leurs doléances afin que cela remonte au niveau national. Donc c'est une fierté pour nous qu'au niveau de la ville de Kinshasa, que toutes les fédérations soient représentées et que les fédérations puissent rayonner telles que nous voyons maintenant. La province du Kasaï oriental, l'une de la deuxième ère opérationnelle d'enrôlement, vit à l'heure des 10 jours de prolongement de ces processus du 10 au 20 mars prochain. Profitant de cette rallonge, le coordonnateur du quinquennat, Fachi, une plateforme politique, est allé s'enrôler en guise d'accomplissement de son devoir civique. En même temps, Toby Kayumbi a sensibilisé tout Kasaï oriental à faire comme lui. Images et commentaires. Une ambiance particulière et inédite vécue le vendredi 10 mars dernier à Mbujimaï, chef-lieu de la province du Kasaï oriental. Une ambiance des grands jours créée par les militants de l'UDPS de tout âge et de tout sexe, parmi lesquels des personnes vivant avec handicap, tous mobilisés pour accompagner Toby Kayumbi, un cadre de l'UDPS, Union pour la démocratie et les progrès sociaux, et surtout coordonnateur de la plateforme dénommée Quinquennat Fati, pour son enrôlement. En soi,
Un acte civique symbolisant l'appropriation du processus électoral est significatif à plusieurs égards et posé au centre d'inscription situé à l'école du 4 janvier dans la commune de Djoulou. Devenu électeur effectif, Toby Kayumbi a invité les retardataires parmi les Kassaïens à lui emboîter le pas. Si vous n'avez pas eu l'occasion de venir vous faire enrôler, nous vous demandons de venir le faire. S'adressant à la foule, le coordonnateur de la plateforme Quinquennat Fati a relevé que la sensibilisation pour l'enrôlement des électeurs se poursuivra jusqu'à atteindre toutes les couches sociales sur l'ensemble du territoire national. Alors aujourd'hui, nous avons voulu faire les choses autrement. Il y a plus de 2 semaines que nous avons déployé une équipe sur terrain qui a sensibilisé la population, qui a aidé la population à faire les pré-enrôlements et les aider aussi à enrôler. Aujourd'hui, nous avons enrôlé plus de 1500 personnes, les jeunes, les femmes et les personnes vivant avec handicap. Et ça nous a pris presque 2 semaines pour que nous puissions atteindre ces nombres-là. Et pour clôturer, moi-même, avec notre équipe, nous nous étions dit que nous allons attendre les derniers jours, nous rassurer que les gens que nous avons sensibilisés, les membres de la plateforme Quinquennat Fati, sont enrôlés avant que nous puissions les faire. Juste après son enrôlement, Toby Kayumbi et son adjointe Iris Zolatima et l'ensemble de la délégation du Quinquennat Fati étaient reçus en audience par le gouverneur de province pour lui faire le compte-rendu du séjour de tous ses hôtes en Mbuji-Mayi. Retour à Kinshasa, le ministre provincial du Transport a rendu public, vous le savez, la nouvelle grille tarifaire pour les transports en commun à Kinshasa. Cette grille fixe dont la mise en exécution était annoncée ce lundi est loin d'être respectée par les conducteurs dans la capitale congolaise. Les tarifs demeurent exorbitants selon plusieurs personnes rencontrées dans la matinée au centre-ville de Kinshasa. Reportage Josué Bangbazo et Paul Mwinda. Donc j'ai dépensé tellement qu'il n'y avait pas de transport, il y a trop d'embouteillages. Donc j'ai dépensé plus de 3000 francs pour arriver sur la ville. D'habitude, vous prenez comme vous D'habitude, je dépense 1500. 1500. Ah ouais. Quand il y a trop d'embouteillages et aussi les demi-terrains, j'ai payé 3000 francs pour arriver, pour respecter aussi l'heure de travail. Bon, c'est compliqué depuis un temps parce qu'avant nous payions 1000 francs pour arriver juste sur le boulevard, mais maintenant, depuis un temps, on paye 2000 francs. Bon, on nous dit que la nouvelle grille exige moins, mais bon, chez les taximens, ils restent avec leur prix. Hein. Puis il varie, on ne sait pas si c'est selon quoi, si c'est selon les carburants, mais il y a des fois qu'on paye 2000 francs, même 2500, 1500. Donc le prix n'a pas changé. Bon, pour aujourd'hui, le prix a changé parce que hier, j'ai payé 2000 francs pour quitter la commune de Ngalié vers ici Gombe, mais aujourd'hui ça a changé un peu. Nous sommes lundi 13 mars 2023, date annoncée pour l'entrée en vigueur de la nouvelle grille tarifaire pour le transport en commun dans la ville de Kinshasa. Sur terrain, les choses n'ont changé d'un iota selon les témoignages. Les frais de transport ne sont pas toujours conformes au nouvel arrêté du ministère provincial des Transports. Les tarifs pour un trajet toujours tributaires aux humeurs et même ardeurs des chauffeurs. Pour les conducteurs de véhicules de transport en commun, point n'est question de respecter cette nouvelle mesure jugée contradictoire à la situation actuelle marquée notamment par la hausse du prix des carburants à la pompe. Et là, vraiment, les opérations passent. Sur le ministre des Transports, il va payer le prix au et à Bango. Bon, tu évites à payer par rapport à bis à l'État, tu vas bis au transport en commun. Pour raison pour laquelle tu vas transport sur 750, sur 700, sur 800. Sur le biso, tu sais qu'il y a une réunion du ministre du Transport, tu as ça qui est carburant qui quitte, et on va fixer le prix au total, mais jusqu'à maintenant, carburant qui quitte. En tout cas, penza biso toza mutazala likola mibeko azate. Mais oyo tozali na encore beaucoup de regrets. Il fallait pas qu'il y ait bimisa bongo. Imaginez-vous biso ato longwa ti lemba. Lemba wana soto komi na lemba. To bombe na ndenga lobaki 800 francs.
Nous avons 4 personnes. Carburant, 1 litre, ils ont 3 000 francs. Sur ce, on a 800 francs. Pour 4 personnes, ça veut dire combien? Voir même le coût de bénéfice, il y a carburant, mon compte bénéfice, on a 4 exacts. Le ministre a fait, il est allé trop vite là. Parce que la première des choses qu'il devait faire, il devait d'abord rassembler les gens, c'est-à-dire les gens des transports et tout qu'on sort, pour trouver un consensus. Mais comme il s'est allé plus vite là, ça fait maintenant de compliquer maintenant la journée du lundi. C'est le 7 mars dernier que le ministre provincial des Transports avait rendu public son arrêté fixant les tarifs des transports en commun. Selon cette grille tarifaire, les trajets de Kingasani Gare Centrale par exemple devraient coûter 1 000 francs en bus, celui de l'UPN Centre-Ville 1 000 francs également. Par ailleurs, les passagers des bus Victoire Gare Centrale devront eux payer 800 francs congolais. En éducation, les élèves du complexe scolaire La Providence, une école de la congrégation des sœurs franciscaines des Stigmatines, située au quartier Kingabois dans la commune de Limité, en visite guidée au palais du peuple siège du Parlement de la République démocratique du Congo. Selon la sœur Mireille Kamuna, préfète de cet établissement scolaire, cette visite a permis aux élèves de prendre connaissance du fonctionnement de 2 chambres du Parlement, mais aussi d'aller à la découverte du Palais du Peuple, un des vestiges de l'histoire moderne de la RDC. C'était le week-end dernier. Reportage signé Paul Mwinda et Yannick Ekouchon. Conformément à la devise de leur école axée sur l'amour, la formation et l'intégration, une triple valeur mise au centre du processus éducationnel du complexe scolaire La Providence. Les élèves de cet établissement scolaire sont allés à la découverte du Palais du Peuple. Au siège du Parlement de la République démocratique du Congo, le chargé du protocole de ces sites a fourni aux visiteurs des explications au fonctionnement de l'Assemblée nationale et le Sénat, les 2 chambres du Parlement. Ces explications étaient relatives aux nombreuses questions des élèves à l'endroit de l'homme du protocole du Palais du Peuple. Nous votons, on lit les députés, on les appelle les députés nationaux. Du côté Sénat, on les appelle les sénateurs. Bon, ils font quoi? C'est pour voter des lois. Puis, l'heure était à la visite guidée dans l'enceinte de cette gigantesque bâtisse à la grande satisfaction des élèves de tous les degrés de cette école secondaire. Et j'ai apprécié comment est-ce qu'on nous a montré, on nous a présenté les chambres et le CENI. J'ai apprécié. Je suis très contente d'être venue ici. C'est une très... Donc je me suis enrichie culturellement et mentalement. Maintenant, je peux même aller raconter tout ça à mes petits frères et aux gens qui passent dans la rue. De l'avis des responsables du complexe scolaire La Providence, cette visite guidée constitue une connaissance supplémentaire pour les bénéficiaires qui sont les élèves. La raison pour laquelle nous avons amené nos enfants pour cette visite guidée au Palais du Peuple, c'était pour les faire visiter les différentes chambres qui sont à l'intérieur de ce Palais du Peuple, qu'ils ont toujours entendu, mais ils n'ont jamais piétiné ici. Et surtout pour donner l'importance au cours des SEM et surtout à l'histoire de notre pays. Il faut noter que le complexe scolaire La Providence est une ASBL de la congrégation des sœurs franciscaines, une école bilingue où le français et l'anglais sont des mises. Cela dans 4 sections des humanités pédagogiques, scientifiques, littéraires et commerciales. Comme annoncé dans les titres, nous recevons dans ce journal Madame Anto Mbelou. Elle est premier vice-président de la Ligue de femmes de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Bonsoir Madame. Bonsoir. Comment se comporte la Ligue des femmes de l'UDPS? La Ligue des femmes se porte à merveille. Elle date de quand? C'est depuis 2010, après le premier congrès de l'UDPS du vivant de Sphinx, le docteur Étienne Tshisekedi. Madame Mbelou, quel est le rôle d'une Ligue de femmes
au sein d'un parti politique. Même précisément chez vous, quel est le rôle de la Ligue des femmes? Bon, la Ligue des femmes chez nous a comme rôle, disons comme mission, de recruter les femmes, former les femmes, mobiliser les femmes, sensibiliser les femmes, défendre le droit des femmes au sein du parti, et non seulement au sein du parti, les droits de toute autre femme, et aussi s'assurer que les femmes au sein du parti sont en train de jouer leur rôle effectivement. Là, c'est au sein de l'UDPS ou bien c'est en général, c'est tout? Bon, disons, ça c'est ce qui stipule nos statuts. Bon, je ne sais pas dans d'autres partis politiques le rôle des ligues des femmes, mais je crois que nous avons presque le même rôle parce qu'il s'agit de... Au sein des ligues des femmes, on est en train de promouvoir la participation politique des femmes au sein de partis politiques. Je crois que nous pouvons avoir presque le même rôle à jouer. Promouvoir la participation des femmes. L'UDPS a déjà promu combien de femmes au sein des institutions et au gouvernement? Au premier gouvernement, l'UDPS a produit, si je ne me trompe pas, 4 femmes. Et au second gouvernement du président Félix-Antoine Tshisekedi, il y a aussi des femmes qui sont là. Parmi les mandataires, nous avons des femmes qui sont PCA, des femmes qui sont DG, DGA. Nous avons des femmes qui sont aussi des administrateurs. Donc, l'UDPS a produit et continue de produire les femmes. Le 8 mars, jour consacré à la célébration des droits des femmes. Cette année, le thème national a porté sur éducation numérique égalitaire pour la paix et l'autonomisation des femmes et filles en RDC. Comment vous avez passé cette journée au sein de votre parti? Bon, disons que comme le 8 mars, c'était le gouvernement qui devait lancer à travers son Excellence Madame Gisèle Ndaya, les femmes de l'UDPS ont répondu massivement à cette rencontre d'échange entre le chef de l'État et les différentes couches des femmes. Mais nous nous préparons pour le lancement officiel qui va intervenir cette semaine des activités du mois de la femme au sein du parti, et nous préparons à travers ce mois de conférences par rapport au thème et surtout sur le processus électoral, parce que la Ligue des femmes aussi est en train de militer. On sait que par rapport à l'article 13 qui nous donne la possibilité d'aligner des femmes sur les listes électorales, la Ligue des femmes aussi est en train de militer afin que les femmes de l'UDPS puissent participer vraiment massivement dans le processus électoral. Alors nous avons prévu aussi des activités de clôture, et dans nos différentes fédérations, les présidents des ligues fédérales se préparent aussi pour organiser des activités à leur niveau. Le 8 mars, vous l'avez célébré avec le chef de l'État, Félix Tshisekedi, dans son discours, dans un dialogue franc. Le chef de l'État a souhaité la mise en place d'un fonds de promotion pour les droits des femmes. Ces fonds-là vont consister à faire quoi d'après vous? Vous savez, la participation politique de femmes dans les instances de prise de décision, tout comme dans le poste électif, c'est le champ de bataille du chef de l'État. Vous êtes rassurés qu'il y a eu des chefs de l'État, mais il est le seul qui a en tout cas promu les femmes, et qui, avec lui, d'ailleurs le 8 mars, il nous a promis que nous allons vers l'égalité, effectivement. Avec lui, nous avons vu le taux des femmes élevé au niveau du gouvernement, au niveau des institutions de la République, là où les femmes, nous prenons le cas de la Banque centrale, c'est pour la première fois que nous ayons une femme gouverneure de la Banque centrale. Nous avons vu avec l'Assemblée nationale, nous avons eu Madame Mabunda comme présidente de l'Assemblée nationale. Alors je crois que la participation politique des femmes demande assez de moyens. Parce que disons-nous que les femmes n'ont pas assez de moyens pour se lancer en politique. Elles se lancent, mais elles sont butées au problème de fonds pour financer leurs activités, le fonds pour leur promotion. Je crois que ces fonds est le bienvenu
au niveau du ministère de genre, afin de concrétiser vraiment la croissance de la participation des femmes et la défense des droits des femmes. Nous avons les femmes qui sont violentées à l'Est. Toutes ces femmes-là, leur réparation, leur intégration, leur redressement demandent des fonds. Alors, si le ministère des tutelles qui est chargé de parler des droits des femmes, défendre les droits des femmes, n'a pas assez de moyens au niveau du gouvernement, cela ne va rester qu'un slogan et non une matérialisation. Je crois que ces fonds est le bienvenu, c'est pour aider et surtout les ministères pour pouvoir vraiment concrétiser la défense des droits des femmes, la participation politique des femmes dans différentes instances et aussi, pourquoi pas, de la jeune fille. Madame, puisque nous parlons de la promotion de la femme, nous sommes dans une année électorale au sein de votre ligue. Qu'est-ce que vous faites pour qu'il y ait plus des candidates alignées à la législative et au provincial? Déjà, le jour, avec le jour où vous avez célébré, le 8 mars avec le chef de l'État, la représentante des femmes politiques a suggéré que l'Assemblée nationale obtienne 200 femmes sur le 500. Comment vous comptiez faire cela? Je vais d'abord vous rappeler que l'UDPS est parmi les seuls partis politiques dans ce pays qui a milité pour les élections transparentes, libres et crédibles. Donc, tout le temps que nous étions dans la lutte, l'UDPS ne prenait que les élections. Alors, l'année électorale, la loi électorale, en son article 13, nous donne la possibilité d'aligner les femmes au prorata de 50%, 50%. Alors, pour ne pas dévoiler les stratégies, les femmes de l'UDPS sont vraiment debout pour pouvoir participer aux élections. Non seulement elles sont debout, elles sont aussi formées par rapport à ça. Nous avons notre structure qui traite la question électorale, la CEP. La Ligue des femmes est en collaboration avec la CEP en train de préparer les femmes pour pouvoir participer massivement, selon la loi, à toutes les échéances électorales. Là, vous comptez obtenir combien de femmes au sein du parti? En tout cas, nous voulons cette fois-ci, si le Parlement, comme l'a dit l'autre fois la représentante des femmes politiques, si parmi les 250 femmes politiques qui seront à l'hémicycle, en tout cas l'UDPS pourra donner 200 femmes. Et les 50 autres, nous laissons aux autres partis politiques. Ok, nous attendons voir le jour J. Mais il y a autre question aussi d'actualité. Il y a la situation à l'est du pays. Vous, en tant que femme, qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe lorsqu'on voit qu'il y a des femmes de ce coin du pays, ces enfants qui sont à la belle étoile? En tout cas, en tant que mère, je suis en train de compatir avec les femmes de l'Est qui sont mes sœurs. C'est vraiment inhumain la situation que les femmes de l'Est, les enfants de l'Est sont en train de vivre. Présentement, là, c'est déjà 20 ans, ça n'est assez. Et ça n'est assez, nous saluons déjà le courage, les bravoures de notre chef de l'État. Parce que vous savez, la guerre à l'Est, mettre fin à cette guerre, ça demande une volonté politique. Dans le temps passé, nous avons vu le chef de l'État défiler. Mais il n'avait pas cette volonté politique-là qu'a le chef de l'État pour éradiquer cette guerre au niveau de l'Est. Ce que je peux demander aux autres femmes politiques comme moi, toutes tendances confondues, que nous puissions parler le même langage. Parce que les femmes qui sont en train de trimer à l'Est sont comme nous. Elles n'ont pas demandé d'être dans cette partie Est-là. Et disons, c'est le destin qu'il a voulu. Alors je demande à toutes les femmes politiques, vous savez que les femmes, nous agissons par passion.
et non par intellect. C'est la passion qui doit vraiment nous animer. Parler dans nos partis politiques, mener des plaidoyers au niveau de nos partis politiques, ainsi que les femmes de la société civile. Nous devons nous mettre tous ensemble, mener des actions pour soutenir le chef de l'État, afin que cette guerre-là soit éradiquée. Parce que la liberté ne se donne pas, ça s'arrache. Alors il est temps que nous, femmes politiques, nous, femmes de la société civile, nous puissions être derrière le chef de l'État pour mettre fin à ce régime sanguinaire de Paul Kagame qui a duré et qui fait souffrir nos sœurs, nos enfants à l'Est. La toute dernière question. Avec ce mouvement d'émancipation de la femme, est-ce qu'à Kinshasa, en République démocratique du Congo, est-ce que vous pensez que la femme, la jeune fille congolaise a compris qu'est-ce que ses droits, ou bien lorsqu'on regarde parfois le 8 mars, elle se transforme à une journée festive? Quel est le message que vous adressez à ces femmes qui vous écoutent? Le message est que nous devons nous assumer. Nous devons nous assumer, aller vers toutes les couches sociales, parler aux femmes de ce qui est le droit. Donc jusque-là, la femme congolaise n'a pas encore compris qu'il ne s'agit pas de festoyer, mais il s'agit de revendication de droits. On appelle ça Journée internationale de droits des femmes. C'est à nous, politiques, c'est à nous, femmes, société civile, aller vers la cité, vers ces jeunes filles, vers ces femmes qui ne connaissent pas encore leurs droits, aller leur faire mener des campagnes de sensibilisation des droits des femmes, non pas seulement vers les couches sociales, mais aussi dans les entreprises. Nous, femmes, nous devons avoir le temps de s'asseoir, parler de ce qui est nos droits, parler de comment est-ce que nous devons nous assumer, comment est-ce que nous devons faire avancer les droits des femmes. Donc, je crois que nous avons encore du travail à faire avec la femme congolaise, avec la jeune fille congolaise. Nous avons vraiment un grand travail à faire parce que même dans les pays occidentaux, j'ai suivi à la radio RFI, que le droit des femmes pose toujours problème. Mais si dans les pays où la civilisation est déjà avancée, le droit pose problème, à combien plus forte raison ici chez nous à la RDC? Donc nous femmes politiques, n'allons pas dans le parti politique où n'allons pas seulement chercher à postuler pour être dans l'hémicycle, mais nous avons un grand devoir, celui de sauver cette nation, sauver la femme congolaise, sauver la jeune fille congolaise qui n'est pas encore en connaissance de ce droit. Merci Madame Anto d'être passée sur Q30. Merci beaucoup. C'est par ici que prend fin cette session d'information. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.